On a 2 chats à la maison, ça fait quoi, 11 ans qu'on les a. J'ai jamais entendu ronronner, quoi, même avec les appareils. Et puis maintenant, moi, je les entends ronronner, quoi. C'est incroyable. J'étais cuisinier de profession. Et suite à cette maladie, je n'ai pas pu pratiquer pour des raisons d'odorat. Quand je marche et puis les choses y vivent. Même si je vois des personnes à une dizaine de mètres comme ça, il faut que je m'arrête pour les reconnaître, même si je ne connais rien cette personne. ORL, 3 lettres indissociables ou presque pour entendre, sentir, respirer, goûter, parler, mais aussi garder l'équilibre. Aujourd'hui, Pulsation vous emmène au cœur de la sphère de la communication et des relations sociales, l'otorhinolaryngologie. Le O désigne l'otologie, tout ce qui tient aux pathologies de l'oreille, le R, le nez, rhinologie, et L, larynx, tout ce qui tient aux voies aériennes aérodigestives supérieures. C'est vraiment la spécialité de la communication. C'est entendre et puis c'est reproduire le son. On parle mal si on entend mal. Un enfant qui naît avec un déficit auditif ou quelqu'un qui devient sourd a une voix qui se modifie. Donc ça illustre bien cette boucle. Chez les enfants comme chez les adultes ou les personnes âgées, une grande partie des troubles ORL est pris en charge par la médecine privée. Les extrêmes, c'est avant tout les troubles auditifs, c'est les dépistages de surdité profonde chez l'enfant à la naissance et les troubles auditifs associés à l'âge chez les personnes plus âgées avec les appareillages acoustiques. Chez les enfants, c'est des problèmes aussi respiratoires, alors liés principalement, comme on le sait bien, avec les végétations adénoïdes et les amygdales, qui peut poser des problèmes infectieux, mais aussi de par leur grande taille, de temps en temps des problèmes respiratoires qui peuvent être plus ou moins sévères. Après, chez l'adulte, c'est très hétérogène. Ça dépend vraiment du type d'organe atteint, du type de souffrance, du type de trouble. Alors c'est assez vaste en fait, finalement. Maintenant, il y a une autre chose qui est aussi assez sympathique dans notre spécialité, c'est le fait qu'on ne touche pas non plus des parties très intimes du corps humain, ce qui fait qu'on peut développer aussi des relations dans le sens qu'il n'y a pas un rapport de dominant et dominé. Et, enfin, personnellement, je trouve que ça, c'est quelque chose dans cette spécialité qui est très appréciable. Si les médecins de ville assurent la prise en charge courante des affections ORL, l'hôpital prend le relais lorsque le trouble requiert une infrastructure médicale plus spécifique et conséquente. Nous voyons ici à l'hôpital des problèmes plus spécifiques au niveau de l'oreille, des déficits auditifs qui nécessitent ou bien une chirurgie de l'oreille moyenne pour reconstruire le système tympano-auriculaire, ou alors remplacer l'oreille interne, premier organe sensoriel remplaçable par une oreille artificielle, ce qu'on appelle l'implant cochléaire. Sur le plan du L, chirurgie cervico-faciale, c'est, il faut bien le dire un peu malheureusement, pour l'essentiel des cancers de la région de la tête et du cou, qui nécessitent des interventions lourdes, des prises en charge de longue haleine et pénibles pour les patients. Les signes cardinaux des symptômes des cancers ORL sont malheureusement un peu variables parce qu'ils dépendent de l'organe touché. Les symptômes d'un cancer du larynx ne vont pas être les mêmes que d'un cancer du nez. Au niveau du larynx, c'est le changement de la voix. Au niveau du nez, c'est des saignements à répétition. Au niveau de la partie haute du pharynx, ce qu'on appelle le nasopharynx, c'est le fait de moins bien entendre et d'avoir l'oreille bouchée. Au niveau de la cavité buccale, c'est en général des lésions que le patient ou le dentiste a vu lui-même. Et puis la dernière chose, donc au niveau du cou, c'est une boule, une masse. Et finalement, dans la partie basse du pharynx, c'est en général des douleurs à l'oreille en avalant. Donc ces 6 symptômes, dans les pathologies banales, doivent disparaître avec un traitement ou avec des antibiotiques au bout d'un mois. Si ça ne disparaît pas, une consultation par un spécialiste, en général ORL, s'impose. Tous mes examens, impeccables. Je me sentais très bien. J'avais mal à la gorge. Et puis on a cherché, on a fait des radios, puis on a découvert une tumeur, c'est tout. En cas de cancer, le traitement proposé, souvent chirurgical, est précédé ou complété par de la radiothérapie et ou de la chimiothérapie.
Avant toute intervention, des spécialistes évaluent chaque option en colloque multidisciplinaire. L'objectif, éradiquer la tumeur en préservant au maximum la fonction de l'organe atteint. Dans les années 90, on s'est énormément tourné vers des traitements dits conservateurs d'organes, de radiothérapie et de chimiothérapie. Et on s'est rendu petit à petit compte que c'était souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, de conservation d'organes non fonctionnels. Même si l'aspect extérieur, en premier abord, est conservé, la fonction ne l'est pas. Et puis pour tout un chacun, si je vous demande aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus important pour vous, parler ou manger, vous allez me dire absolument c'est parler. Et le jour où vous n'arrivez plus à manger, le choix est clair, les gens préfèrent manger plutôt que de parler. Enfin, j'étais cuisinier de profession. Et suite à cette maladie, je n'ai pas pu pratiquer pour des raisons d'odorat. Je n'ai plus d'odorat. J'ai gardé le goût, j'ai gardé tout le reste en mémoire, mais l'odorat, non. C'est bien regrettable, parce que j'adore mon métier. D'ailleurs, durant mon intervention, le professeur pourrait vous le dire, je voyais défiler des carrés d'agneau, des côtes de bœuf, et voilà. Pour moi, c'était ça. Il fallait que je reparle et que je remange, alors. Mais en principe, en premier, c'était remanger. Ma foi, le reste, c'était pas plus que ça important. Ma foi, j'ai les deux, tant mieux. Parler, c'est communiquer et entrer en contact avec les autres. Les troubles de la voix sont multiples. Leurs causes, une atteinte aux cordes vocales, un trouble neurologique, neuromusculaire ou encore des séquelles post-opératoires. Lorsque le trouble s'installe, la consultation d'un phoniatre s'impose. Environ la moitié des patients qui se présentent avec une modification de la voix ont ce qu'on appelle une dysphonie fonctionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion sur les cordes vocales, il n'y a pas ni de nodules ou polypes. Les cordes vocales sont d'aspect normal, il n'y a pas de lésion organique, mais c'est la façon dont ils utilisent leur organe phonatoire qui n'est pas optimale et qui fait que la voix elle est rauque ou alors soufflée ou alors fatigable. Donc dans ce cas-là, on va leur proposer une rééducation vocale qui se fait par une logopédiste donc, qui voit le patient à la suite de ma consultation, qui fait son propre bilan de voix et qui fait une rééducation de la voix. Comme j'ai un travail qui demande beaucoup des émotions, il demande beaucoup de parler. Et les 2 derniers mois, dû au stress au travail, d'être plus concentré avec les objectifs de l'entreprise et tout, il me manquait de plus en plus la voix. Et j'étais obligé de venir voir Dr. Lecher pour voir c'était quoi le problème. Et il s'est avéré que c'était un polype. Et voilà. Pour les patients qui, par exemple, ont une lésion sur la corde vocale, un nodule ou un polype, suivant les cas, on peut leur proposer aussi une rééducation vocale, mais si c'est des lésions qui ne vont pas s'améliorer avec une rééducation vocale, on leur propose une chirurgie des cordes vocales. Autre spécialité ORL, la rhinologie, qui s'occupe plus particulièrement des pathologies du nez et de l'olfaction. Alors il faut savoir qu'une grande partie des pathologies du nez, on peut les traiter avec des médicaments, que ce soit des sprays, des pommades, des rinçages. Là, il y a toute une gamme. Mais il y a des gens où même tous ces sprays, ces pommades, ces comprimés, etc., ça ne sert pas à grand-chose et ils continuent à avoir le nez bouché. Et là, on fait un examen rhinoscopique, donc avec une optique, on va regarder quel est le problème. L'autre cas de figure, c'est quand vous avez des obstacles dans le nez, comme des polypes ou des situations anatomiques très étroites qui ne permettent pas les drainages des sinus. On a les sinus frontaux, maxillaires et les ethmoïdaux qui produisent du mucus et qui doivent pouvoir évacuer ce mucus. Et en particulier quand vous avez un rhume, il faut que ça reste perméable. Donc si de façon chronique, ça ne reste pas perméable, et puis en plus, avec des médicaments, ça ne se reperméabilise pas, là, c'est possible qu'il faut avoir recours à la chirurgie. Non, je sens pas. Trop faible. Ouais. En Suisse, Bâle et Genève sont les seuls centres à avoir développé une consultation d'olfaction. On voit les gens qui viennent avec la plainte principale d'un problème d'odorat ou de goût. Et là, effectivement, on fait toute une batterie de tests, on parle avec le patient, on essaie de trouver la cause déjà. Ensuite, on essaie de voir le degré d'atteinte. Ensuite, on fait un examen et on regarde quelles sont les possibilités thérapeutiques, un peu comme pour chaque pathologie médicale finalement. Si on arrive à trouver la cause, et puis c'est par exemple un problème de nez, congestion, on va pouvoir plus facilement aider
la personne que si c'est par exemple quelqu'un qui a perdu l'odorat après un traumatisme, où il nous reste finalement à constater le problème, à voir le degré d'atteinte et puis de suivre la personne, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de troubles olfactifs qui récupèrent. Mais c'est une récupération spontanée, on appelle ça, qui n'est pas rapide. Si l'oreille est associée à l'audition, elle est aussi avec notre cerveau co-responsable de notre équilibre et de notre orientation spatiale. Ce sont les mouvements de la tête qui font bouger les liquides contenus dans l'oreille interne, qui nous permettent d'être informés en temps réel de notre position dans l'espace et de contrôler notre posture. On a longtemps enseigné que l'oreille servait à tenir debout et puis à maintenir le regard sur une cible visuelle quand on bouge la tête rapidement. Et en fait, ce qu'on découvre maintenant de ce système vestibulaire, c'est qu'il est impliqué dans la perception de soi-même à l'intérieur de son corps et dans la perception de l'environnement, notre moi, dans le monde. Donc, c'est un organe d'orientation spatiale et les gens qui ont un déficit vestibulaire ont des troubles de l'équilibre, oui, mais ils ont aussi des troubles de l'orientation spatiale. Ça génère une insécurité extraordinaire. Des gens qui nous disent, par exemple, je sors d'un grand magasin, je sais que je suis venu en voiture, mais je sais où elle est, mais comment je dois faire pour retourner là-bas? Donc il y a un sentiment d'insécurité qui est tout à fait extraordinaire. Mais la première fois, j'étais à la maison, et puis ça arrivait que moi, je ne pouvais pas. Je sortis les pieds de lit et je me tombais tout de suite. Après, je m'assis sur le lit, et même comme ça, je me tombais en arrière. Je ne me tenais pas même assis sur le lit. On a appelé l'ambulance, je suis venu ici. Bon, et c'est ça qu'ils m'ont dit que c'était de vertige. Ouvrez grand les yeux, regardez bien devant vous dans la nuit. 2 tests parmi d'autres permettent d'évaluer les troubles de l'appareil vestibulaire, responsable de notre équilibre. Chez un patient normal, dans 2 de ces tests, que ce soit un test pendulaire, la chaise qui tourne, ou quand on met de l'eau dans les oreilles, on observe les yeux qui bougent. Chez ces patients-là, les yeux restent tout le temps au même endroit, ne bougent absolument pas. Donc, ça permet de dire que les appareils vestibulaires de ces patients ne travaillent pas. Les causes des troubles de l'équilibre restent mystérieuses et les traitements difficiles. Les traitements, actuellement, c'est surtout de la physiothérapie. Il existe des atteintes mécaniques de l'oreille interne, ou disons tout au moins conceptuellement, on pense que c'est un trouble mécanique. Et alors on fait bouger les gens dans des plans bien spécifiques. Aussi l'équilibre s'apprend, vous vous souvenez certainement que quand vous étiez gamin, vous avez appris à aller à vélo, donc ça se développe. Donc les gens qui ont un trouble de l'équilibre, il existe de la physiothérapie vestibulaire pour les rééduquer à l'équilibre. Des traitements efficaces, notamment chirurgicaux, existent heureusement pour d'autres affections de l'oreille, comme les troubles de l'audition. Les causes principales d'un trouble d'audition vont de l'otite chronique, ça veut dire que c'est des patients qui par exemple ont eu des otites à répétition à l'enfance avec une destruction du système ossiculaire et du tympan et qu'on reconstitue. Ça c'est la cause probablement la plus fréquente de troubles auditifs. On a aussi l'autosclérose, ce sont des pathologies qui abîment le système de transmission sonore et qui peuvent être réparées. C'est une opération très élégante et qui se passe mais vraiment dans des dimensions infimes dans l'oreille moyenne. Et l'audition rétablie change la vie du patient, c'est quelque chose de très très impressionnant. Elle a remplacé les petits osselets qui font la liaison entre le tympan et l'oreille interne par une prothèse qui me permet de entendre pratiquement 100%. Quand il n'y a plus un bruit dans la maison, mes enfants dorment, du coup j'entends le tic-tac de l'horloge, j'entends mes chats, c'est merveilleux quoi. La dernière minute de cette émission Pulsation TV maintenant avec le nouveau magazine des Hugues Pulsation, nouveau look et nouvelle maquette, disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Les Hugues, ce sont aussi un site internet et des pages pour Facebook et Twitter, et une chaîne dédiée sur YouTube et Dailymotion.